Il y a une vingtaine d'années de ça, j'ai commencé à rassembler des informations sur Palneka, des informations un peu comme ça venait, dans le désordre. Je suis parti de quelques informations généalogiques que m'avait transmis une de mes cousines et j'ai acheté à New York, à une escale, un logiciel de généalogie, un truc à 3 sous, que j'ai mis sur mon ordinateur et j'ai saisi cette généalogie. Et puis, je me suis demandé, à ce moment-là, qui habitait les autres maisons du village et quelles étaient nos relations familiales avec les autres maisons du village. Et j'ai saisi quelques données sur nos relations de parenté. Et là, j'ai interrogé les voisins, les gens que je connaissais, sur leurs ancêtres. Et j'ai constitué un système de liens généalogiques avec les autres Palnekais. Mais ça allait pas bien loin. Et en interrogeant ces autres Palnekais, ils m'ont donné aussi des informations non seulement sur leurs ascendants, mais sur des histoires de leur famille, sur des événements qui s'étaient produits, sur la manière de vivre de l'époque. Et j'ai noté tout ça un peu dans le désordre, comme ça venait. L'été 99, en discutant avec Félix le banquier, il m'a parlé d'un de ses amis d'étudiants, donc ça remontait aux années 50, un de ses amis d'étudiants qui était sociologue et qui était venu à Palneka plusieurs années de suite, dans les années 52 à 55, 56, et qui avait passé plusieurs semaines chaque année à Palneka pour recueillir le matériel pour une thèse de sociologie. Il m'a donné le nom de cet ami, et rentré à Paris fin 99, j'ai contacté cet homme dont j'avais retrouvé l'adresse, et je suis allé le voir. Je suis tombé sur un monsieur déjà relativement âgé, il était à la retraite, qui m'a accueilli les bras ouverts, Palneka. Il était ravi d'en parler, et on a passé une après-midi excellente à parler du village, des semaines qu'il y avait passées. Et me dit-il, j'ai donné toutes mes archives à l'INED, l'Institut national d'études démographiques. Je rentre chez moi. Quelques mois après, je prends ma retraite. Je téléphone à l'INED. Patatras, on n'a aucune trace des archives de M. Faucheux. Je rappelle Claude Faucheux, qui me dit écoutez, je suis désolé, je ne sais pas ce que c'est devenu. On arrête là. Je continue, moi, chaque fois que je viens à Palneka, à me renseigner. Mais 2 ans après, Faucheux me rappelle en disant voilà, je suis en train de déménager, j'ai retrouvé dans ma cave mes archives, je ne les avais pas données à l'INED. Je fonce à Fontainebleau où il habitait, enfin près de Fontainebleau, je récupère 2 vieux tiroirs de meubles métalliques et toutes ces archives. Donc, à partir de là, j'avais un matériel beaucoup plus conséquent et j'ai commencé à travailler plus sérieusement, à classer un peu tout ça, à documenter, et ça a été le début de ce travail sur Palneka réellement. Faucheux avait une intention précise, c'était de travailler sur la personnalité de base corse. Je ne sais pas bien ce que ça veut dire, mais pour un psychosociologue, ça a une signification très précise. Il devait faire sa thèse là-dessus, il ne l'a pas faite, il est parti aux États-Unis. Il est devenu enseignant dans plusieurs universités européennes et américaines, et il avait terminé directeur des recherches à l'INSEAD à Fontainebleau. Je l'ai revu régulièrement ensuite, et on l'a même filmé pour un film documentaire en 2014, quelques mois avant sa mort, où il s'est révélé extrêmement intéressant.
Bref, je reviens dans les années 2000. J'ai continué à chercher des informations. Faucheux avait beaucoup travaillé sur les mariages à Palneka, la manière dont les gens se mariaient, comment ils choisissaient leurs épouses. Avec quel degré de parenté. Donc il avait fait un recueil complet que lui avait matériellement réalisé Dumen Wu Chong, qui était secrétaire de mairie, je ne sais pas si tu te rappelles. Donc j'avais un paquet de fiches comme ça, que j'ai rentré dans mon logiciel de généalogie. Il avait aussi fait des fiches qui étaient bien faites sur les plus anciens. C'est comme ça que le tableau de généalogie des plus anciens Santoni était là. Mais, chose curieuse, Faucheux avait beaucoup travaillé sur les Santoni, pas beaucoup sur les Barthes. Tout ça parce qu'il était logé à Casadipere, au milieu des Santoni, et qu'il descendait peu chez les Bartoli. C'était curieux. Quand je lui ai posé la question, il m'a dit oui, mais finalement Palneka était très cloisonné. Alors ça, c'était quelque chose d'intéressant. Les quartiers étaient très cloisonnés déjà, encore dans les années 50. On n'en avait pas conscience, nous, parce que les gosses faisions tout le village. On allait d'un bout à l'autre, on avait des copains dans tous les quartiers, mais finalement, les adultes échangeaient peu d'un quartier à l'autre. Ça a changé, ça ensuite, dans les années 60, où on n'avait plus cette réserve-là. On passait facilement d'un quartier à l'autre, mais dans les années 50, c'était encore le cas. Donc, tout au long des années 2000, j'ai exploité ces informations. Je ne savais pas quoi en faire. Je le faisais par curiosité plus que dans un but précis. Un jour tout de même, quand j'avais classé ça, j'avais pris des notes, je faisais des paragraphes sur des sujets. Je me suis dit, je vais en faire un site sur Internet. Et puis, je savais pas bien comment m'y prendre. Et les articles que je commençais à rédiger m'ont paru plus faciles à traiter sous forme d'un bouquin que d'un site Internet. Et c'est là que, en 2011, j'ai décidé de le faire sous forme d'un livre. Et j'ai commencé à l'écrire, sans trop me presser. Un retraité, ça n'est pas bousculé par le temps. À partir du moment où j'ai pensé en faire un livre, j'ai cherché d'autres sources. Sur Gallica, j'ai été fouiller un peu, voir ce qu'il y avait. Sur les registres matricules de l'armée, j'ai aussi trouvé pas mal de choses. Bref, j'ai fouillé un peu au-delà de tout ce que m'avait donné Faucheux, et puis de tous mes souvenirs d'enfance, et de tout ce que m'avaient dit les gens que j'avais interrogés. Pour revenir aux fiches de Faucheux, qui étaient importantes en volume, qui ne concernait pas que Palneka. Il avait parcouru toute la Corse. Il avait parcouru tous les villages de Corse, m'avait-il dit. C'était des fiches d'un sociologue, c'est-à-dire très techniques, d'un abord difficile pour un non-spécialiste. Alors j'ai tapé ce que j'ai trouvé, et ce que j'ai compris, et ce que j'ai su utiliser. Le reste, peut-être que quelqu'un saura un jour l'exploiter. Il y a pas mal de choses sur Palneka, il y a aussi beaucoup d'autres choses sur le reste de la Corse, sur d'autres villages, sur d'autres coins. Ça t'a amené à beaucoup échanger avec les anciens du village? Alors, il y a quelques anciens avec qui j'ai beaucoup échangé. Il y a eu Dominique de Mariette, que j'ai vu souvent, qui m'a beaucoup apporté d'informations.
il y a eu Jojo Marone, il y a eu ma mère à partir d'un certain moment, mais très tard. Elle est morte en 2005 et c'est les 2-3 dernières années avant sa mort. Avant ça, elle ne m'a jamais rien dit. Elle avait une réserve, une pudeur sur la vie du village pendant son enfance et sa jeunesse, c'était étonnant. Et en discutant avec d'autres Palnékés, depuis, je me suis rendu compte que c'était quelque chose d'assez général. Les gens de sa génération ne parlaient pas volontiers de ce qu'était leur vie autrefois. Et surtout des aspects un peu compliqués de la vie, des relations entre les gens lorsque ces relations n'étaient pas des relations fraternelles, des relations faciles. C'était une réserve que je comprends mal, mais qui était certaine. Mais n'était-ce pas lié au fait qu'ils avaient été peut-être les acteurs de l'évolution la plus rapide qu'avait vécu le village entre la deuxième moitié du XXe siècle et la fin du XXe siècle? Je pense que c'était tout à fait ça, oui. Les gens de sa génération qui ont quitté le village, alors elle a quitté le village à 16-17 ans, s'est retrouvée en Afrique du Nord dans un pays tout neuf, neuf et moderne. Parce que le Maroc en 1930-35, les villes où habitaient les Européens étaient des villes modernes. Il y avait une transition telle que pour elle c'était un autre monde. Et Palnéka, d'où elle sortait, c'était presque le Moyen-Âge. Enfin, c'était pas presque, c'était le Moyen-Âge. Donc en parler, c'était un peu... c'était rappeler qu'elle avait une vie très difficile et elle ne souhaitait pas en parler, quoi. Et qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ce travail? Alors, ce qui est le plus frappant, c'est cette transition, ce changement de monde en 20 ans. Le Palnéka des années 50 et le Palnéka des années 70, c'était deux mondes différents. Il y a eu un bouleversement social en 20 ans qui était frappant. Tous ceux qui ont connu Palnéka avant 1950 ont connu un mode de vie, un confort, des relations sociales qui ont disparu en 20 ans. En 70, c'était un monde différent. Et ça méritait d'être raconté. C'est un peu pour ça que j'ai écrit ce bouquin. Pour qu'on sache comment c'était avant. On ne peut pas l'imaginer aujourd'hui. Mes enfants, mes petits-enfants ne peuvent pas imaginer, si on ne leur dit pas, si on ne leur raconte pas, ce qu'était le Palnéka d'avant 1950. À tout point de vue. Et est-ce que tu penses que la rapidité de cette évolution est la cause d'une perte de repères et d'un besoin d'ancrage à nouveau exprimé, que ce soit d'un point de vue social ou d'un point de vue politique? De la part des Palnékens ? Et des Corses d'une manière plus générale, parce que je pense que ce phénomène a touché plus ou moins tous les villages de montagne. Ça a touché tous les villages de montagne. Je pense que ça a touché Palnéka plus tardivement parce que Palnéka était plus isolé. Mais ça a effectivement dû toucher tous les villages de montagne. Oui, sûrement. Il y a dans les générations qui ont été élevées par des parents qui avaient connu ça, il y a eu une telle libération de la vie que les parents n'ont pas pu élever leurs enfants avec la transition, la progressivité qui était nécessaire sans doute. Mais quelquefois je me demande si
c'est vraiment ça. Parce que quand je vois sur le continent la manière dont les enfants étaient élevés, la société de consommation a emporté toute l'expérience qui avait pu être accumulée par les générations précédentes. Oui. Donc, effectivement, on peut se poser la question à savoir est-ce qu'on doit être optimiste parce que cette évolution fait qu'aujourd'hui on a l'accès au monde sous toutes ses formes, et parfois pessimiste parce qu'on a parfois l'impression d'être un peu les derniers des Mohicans aussi. Tout à fait. Je suis toujours retenu par l'idée que j'ai plus de 75 ans et je ne dois pas me laisser emporter par les regrets de l'âge. Tu vois, c'est ça le problème. Est-ce que si j'avais 30 ans de moins, j'aurais les mêmes angoisses? Probablement pas. Et on peut penser qu'en envoyant ce message à tes petits-enfants, puisque tu leur dédicaces ton livre, tu leur donnes aussi un moyen de mieux cerner leurs racines, tout en conjuguant le meilleur des deux mondes, si je puis dire. C'est-à-dire l'optimisme de l'ouverture d'un côté, mais sans pour autant oublier ce qui a été notre histoire. Oui, ce que je voudrais surtout, quand mes petits-enfants lisent ce livre, c'est qu'ils se rappellent que quand le monde est dur, on a une ressource pour subsister, pour survivre, c'est la solidarité et l'aide qu'on peut trouver chez les autres, l'entraide. Je crois que ça, à Palneka, c'était quand même, dans mes souvenirs d'enfance, quelque chose qui était essentiel. Ça existe. Les gens s'aidaient, avaient besoin les uns des autres, ne pouvaient pas survivre sans les autres, le savaient, et par conséquent vivaient les uns avec les autres. Aujourd'hui, dans notre société, ça ne sert plus à rien. Les autres ne servent plus à rien. Tandis qu'à l'époque, c'était indispensable. C'est-à-dire que le problème, c'est peut-être que dans notre société actuelle, les autres, c'est l'État, plus que la famille. Oui, c'est ça. Oui, et oui. tu évoques dans ton livre la famille au sens large, oui, qui dépasse les liens de la proximité familiale immédiate, qui aujourd'hui se résument à parents, enfants, frères, sœurs, cousins, parfois. Alors qu'ici, la famille... elle s'étendait, comme tu le soulignes, jusqu'aux arrière-petits-enfants, quoi, ça, avec tous les collatéraux. C'était le clan, en fait. Le clan, évidemment. Oui, aujourd'hui, les autres, c'est l'État, donc c'est totalement impersonnel. Exactement. Et les autres, on peut en faire ce qu'on veut, y compris les gruger, les spolier, les voler, on s'en fout. Ça n'a pas d'importance. Autrefois, les autres, c'était ses frères, ses cousins, voire ses voisins. Hein. Et on en avait besoin. Les autres, c'était pas l'enfer, c'était l'avenir. Oui, et la condition de vie et de survie, bien souvent. Ouais. Tes petits-enfants t'ont fait un retour? Mes petits-enfants t'ont fait un retour sur le livre? Pas encore. Ils l'ont pas encore lu. Pas encore? Ils sont en train de le lire. Je ne sais pas si ils le liront tous tout de suite. Pour les raisons dont on parlait tout à l'heure. Ils le liront un jour. Si, il y en a qui sont en train de le lire. Oui, je dis tous. Tous, oui. Alors dans le livre, il y a une chose qui m'a frappé, dont j'avais jamais entendu parler, c'est cette histoire du lieutenant et de sa campagne de Russie. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Alors, c'est à propos de la mémoire collective que je m'étonnais de cette histoire-là. C'est un Bartoli qui s'est engagé ou qui a été recruté dans l'armée de Napoléon et qui a fait la campagne de Russie en 1812, qui est allé à Moscou, qui en est revenu avec un grade de lieutenant, j'ai vu son diplôme de lieutenant, et qui a ramené de l'or dans ses bagages, des pillages qu'il avait pu faire,
On dit même dans sa famille il a laissé un document indiquant comment retrouver un trésor qu'il a caché sur la route parce qu'il avait probablement plus la force de le transporter. Et donc il est revenu à Palneka en 1814 ou 1815, je ne sais pas. Et il figure dans les recensements ensuite au titre de demi-solde. Il s'est marié, il a eu des descendants, bref, c'était un notable. Et je m'étonne que de ce gars-là, on n'ait jamais parlé. Moi, dans mon enfance, je n'ai pas entendu parler de ses aventures. Et personne ne parle de ses aventures. Or, les jeunes Palnékais, sur les 7 à 8 générations depuis que ce gars-là a vécu, ont dû rêver de son histoire. Il n'est pas possible que c'est été banalisé au point qu'on n'en parle plus. Je me demande pourquoi on n'en parle plus, pourquoi même on n'en a pas parlé davantage. Eh oui. Je ne comprends pas. Il y a d'autres histoires aussi importantes que celle-là dont on n'a pas parlé. C'est d'autres Bartoli aussi qui en 1771 ont été pendus parce qu'ils n'étaient pas du bon parti, du parti du roi de France. Il y a eu 2 pendus et 4 condamnés aux galères, ce qui sur la population de l'époque, il y avait 400 habitants, même pas, était quand même une proportion importante. Avant qu'un article dans un magazine en parle, il y a une quinzaine d'années de ça, personne n'en avait parlé. Et j'avais demandé à Jojo Marron, qui m'avait dit, qui n'en connaissait rien. Et on entend parler aussi, dans le même chapitre, de l'histoire des 15 pendus par Morand. Tana n'a dit pas le leg, hein, oui. Voilà. Oui, c'est pareil. Et Mais, ça, on se demande si c'est une légende ou une réalité. Quoi. Oui, les pendus du roi en 1771, on a des documents qui montrent que c'est historique. Oui, on a le jugement prévotal. Oui. Anna n'a dit pas le leg. On ne sait pas si c'est vrai ou si c'est une légende. D'accord. Parce que là, a fortiori, 15 personnes, c'est c'est monstrueux. Énorme. C'est énorme. 15 jeunes hommes, c'est une proportion fabuleuse. On ne sait pas. Alors, tout ça, ça questionne la mémoire collective d'un village. Comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui la déclenche, qu'est-ce qui la retient. C'est des choses qu'il faudrait essayer d'approfondir. Oui, parce que jusqu'à ton ouvrage, il n'y a quasiment aucune trace écrite de l'histoire du village, si ce n'est à travers les registres dont tu parlais tout à l'heure. Donc la transmission ne s'est faite que oralement. Oui. À partir de là, il y a eu éventuellement des pertes à certains moments, peut-être une simple suggestion, mais due à la guerre, par exemple. Le fait qu'en 1914, il y ait eu énormément d'hommes de ce village qui étaient tués sur le front, ne contribue-t-il pas à casser la transmission de cette tradition et de ces histoires? Oui, mais est-ce que la transmission s'est interrompue en 14 ? J'en sais rien. Parce qu'il y a eu les femmes quand même qui étaient là. Et dans les veillées, les femmes parlaient beaucoup. Donc il n'y a pas de raison que ça soit interrompu. Je ne sais pas, non, il faut... Bon, la mémoire orale n'est pas forcément propice à la transmission de ce genre d'événements, mais peut-être aussi qu'il faudrait fouiller davantage la documentation qui peut exister. Moi, j'en sais rien, je ne suis pas historien, j'ai pas été très très loin dans mes investigations. Hein. C'est des choses qu'il faudrait approfondir.
Et paradoxalement, l'avènement de la technologie avec l'arrivée du téléphone dans tout le village, de la télévision, que moi je situe en 1977, ont entraîné la disparition des veillées familiales. Ouais. Et donc, encore une fois, la disparition du mode favori de transmission qui était utilisé dans les villages, ici en particulier, mais dans les autres, ça a dû être la même chose. C'est vrai. La télévision, c'est 77. Pour moi, oui. Oui. On avait eu les deux en même temps à la maison. Donc, Oui. Je ne sais pas. Moi, ces années-là, c'est des années où j'étais pas trop présent à Palnec. Ce que je vois, c'est que ça s'est interrompu. ouais. Et aujourd'hui, donc la conclusion de cet ouvrage, donc que tu as évoqué, quelle suite imagines-tu? Quel relais, enfin, quelle vision as-tu pour la suite de ce travail? Parce que ça, c'est un pilier fondamental de l'histoire du village, donc alors, ça peut... ouais. Ce que j'aimerais bien, c'est que ça suscite des réactions. Ouais. C'est-à-dire que les gens, en le lisant, se disent « là, je suis d'accord », là je suis pas d'accord et je suis pas d'accord pour cette raison, là je suis d'accord et je peux ajouter que, c'est-à-dire que on vienne ajouter quelque chose, même si c'est pour contredire. Hein. Si on pouvait faire ça, ce serait pas mal. La deuxième chose, ce serait que les gens regardent ce qu'ils ont encore comme archives chez eux, parce qu'il y en a des archives. Et si on ressortait les archives, peut-être qu'on pourrait découvrir d'autres perles. Quel type d'archives attends-tu? Alors c'est rien. Il y a un domaine que j'ai pas du tout exploré là-dedans, c'est les impôts. Qu'est-ce qu'on payait comme impôt et à qui autrefois? Sous quelle forme? J'en sais rien. Il y a des gens qui ont des valises d'archives. Jean m'a sorti des actes notariés que son père avait recopiés il y a 40 ans. Hein, il ne savait même plus qu'il les avait. Il les a retrouvés dans les choses qu'il a ressorties pour mettre dans sa maison qui vient d'être terminée. Là. Tout le monde en a. Il faut les ressortir, il faut chercher, il faut fouiller, regarder ce qu'il y a dedans. D'accord. Ce que j'aimerais bien, c'est... Bon, cette année, il y a eu cette journée du 14 où il y avait le vernissage des expositions et la signature pour le bouquin. Moi, j'ai trouvé que c'était une réussite parce que les gens sont venus, ont discuté, se sont rencontrés. Il faudrait susciter un autre événement de ce genre l'année prochaine, ou sur un ou plusieurs jours au Mont-Royaux du Monde, que les gens viennent avec ce qu'ils ont comme information. Hein, les faire échanger, communiquer, bouger un peu, sortir de chez eux. Je trouve que dans ce village, au moment où il y a du monde, les gens ne sortent pas assez de chez eux.